les profondeurs des mers et océans, les épaves sont des vestiges captivants de l'histoire. Ces cathédrales immergées sont les dernières reliques de batailles navales épiques ou de drames maritimes. Des naufrages figés dans le temps et le sel que la vie, peu à peu, se réapproprie. Grandes falaises sous-marines, leurs parois rugueuses s'habillent au fil du temps de plantes aquatiques qui envahissent les ponts et d'animaux fixés qui s'agrippent au bastingage. La vie attire la vie. Poissons, reptiles et mammifères marins enrichissent une biodiversité déjà foisonnante. Et tout en haut de la chaîne alimentaire, les prédateurs font la loi. Des premières bactéries à la naissance de jardins luxuriants, les fonds sous-marins sont les témoins silencieux de la douce colonisation des épaves. En Méditerranée orientale, l'île de Malte a connu toutes les invasions et tous les naufrages. Des dizaines de bateaux jonchent les fonds marins de ses côtes. Aujourd'hui encore, des épaves sombres, mais sans toujours provoquer drame ni larmes. L'Héphaïstus est un petit pétrolier en fin de vie qui s'est échoué sur une plage de l'archipel. Ses soutes et ses réservoirs ont été dépollués avant de le couler. Désormais, l'eau monte dans ses cales. C'est la fin de sa vie sur les mers et les océans. Le bateau gîte dangereusement et sombre en quelques minutes. Doucement, l'Héphaïstus se pose bien droit sur le sable, à 50 mètres de profondeur. Une nouvelle vie subaquatique commence pour lui. Dans les premiers temps, le bateau n'accueille que des passionnés d'épaves, qui viennent sur cette île réputée pour visiter les navires engloutis. Mais la nature a horreur du vide, et peu à peu, l'Héphaïstus entame sa mue. Bientôt, le monde sous-marin prend lentement possession du navire. La vie sous-marine s'installe partout où la nature lui propose un support accueillant. Sous l'eau, tout devient épave. À Marseille, à quelques mètres de la plage, des formes se dessinent sous la surface. Elles forment une sorte de cité engloutie. Comme des épaves abandonnées, ces êtres de pierre méditent dans le silence.
Ces œuvres immergées offrent leur immobilité à la contemplation des visiteurs en palmes, masques et tuba. Livrée à la mer et aux plongeurs, chacune de ces œuvres mêle art humain et biodiversité des fonds méditerranéens. Nature et art sont en symbiose, sous l'œil de gardiens inattendus. Vierges de toute vie à leur installation, ces sculptures ont été progressivement colonisées par une pellicule brune. C'est le début du biofouling, une sorte de terreau fertile qui se forme en fixant progressivement des bactéries, des cellules d'algues portées par le courant, de minuscules larves de bryozoaires. Après 3 ans sous l'eau, Poséidon a pris des allures de roi des abysses. Sur le socle de la statue, des crevettes vivent en symbiose avec des anémones qui se sont développées sur cet humus sous-marin. Chaque sculpture se transforme en hôte accueillant. Bien installé, le spirographe déploie ses filaments à l'extrémité de son tube. Ainsi, ce ver marin capture de minuscules organismes pour se nourrir. En s'emparant de ce musée façonné de mains humaines, la nature a sculpté ses propres œuvres d'art, des épaves qui prospèrent à l'abri du tumulte de la surface. Au large, la Méditerranée ressemble à première vue à un grand désert marin. De rares signes de présence terrestre flottent au gré des vents et des courants. Une poutre de chantier, une branche d'arbre charriée par une rivière. Des modestes débris à nos yeux, mais des épaves pour les habitants de ces eaux. Les poissons se précipitent à l'ombre de ces maigres abris. S'y sentent-ils protégés des prédateurs? Perdue en mer au large de Nice, une bouée météo joue ce même rôle protecteur. Cet objet flottant, unique présence sur l'horizon, attire la curiosité d'un rorqual commun à la recherche de plancton. La bouée mesure la température de l'eau, la force des vents et de la houle. Elle est solidement accrochée à une chaîne fixée à 2000 mètres de profondeur. La chaîne et sa bouée créent une discontinuité dans un milieu uniforme. Cet îlot minuscule attire toute une vie, invisible depuis la surface. Dans un premier temps, les algues s'installent sous la bouée et les premiers mètres de la chaîne, bénéficiant des meilleures conditions. Elles y trouvent de la lumière, des eaux de surface plus chaudes et des courants qui leur apportent des nutriments dissous dans l'eau. Un banc de caprelles trouve dans ces algues le gîte et le couvert. Ces crustacés se nourrissent de petites particules
et s'y réfugient en cas de danger. Les algues attirent de petits poissons, créant un environnement suffisamment riche en nourriture pour en attirer de plus gros. De jeunes rouves impériaux aiment se regrouper à faible profondeur. Ils mangent de petits poissons et, à l'occasion, une méduse de passage. Le cernier, poisson de taille plus imposante, affectionne aussi ces lieux. En bon carnassier, il est à la recherche d'une proie. Bien plus bas, le long de la chaîne, un être étrange remonte depuis les abysses. C'est un poisson-lune, ou mola mola. Ce poisson peut mesurer plus de 3 mètres et peser 1 tonne. Un poisson de la famille des balistes semble attiré par ce visiteur, à moins que ce ne soit l'inverse. Le poisson-lune est souvent parasité. Le baliste va le débarrasser de ses passagers clandestins et de quelques débris de peau. Il s'alimente de ces intrus, contribuant ainsi à la bonne santé du poisson-lune. Dans cette parfaite symbiose, chacun y trouve son compte. En fin de journée, d'autres espèces apparaissent. Ce sont des poissons pilotes. Ils vivent aussi en symbiose, mais avec les requins. Ils mangent généralement les restes de leur proie. En observant l'attrait de ces nombreux poissons pour des épaves, même modestes, l'humain a compris qu'il pourrait tirer profit de ce comportement. Il a inventé le DCP, un dispositif de concentration de poissons. Un radeau formé d'un assemblage d'objets flottants attirant les poissons. Le DCP est encerclé par une immense seine, un filet qui capture des tonnes de poissons, sans distinction. Autrefois artisanale, cette pratique s'est industrialisée. Désormais, des milliers de DCP, munis de balises satellites, attirent les poissons sur les océans. Dans la nasse, des requins soyeux, une espèce pourtant vulnérable et protégée. Les pêcheurs ne veulent garder que les thons. Ils laissent les requins agoniser sur le pont. Dans le bassin méditerranéen, les épaves refuges se comptent par milliers. Elles abritent toute une faune sous-marine, sans pièges ni filets, et forment des récifs artificiels d'une grande biodiversité. Le Ramon repose sur 20 mètres de fond. Des bécunes, barracudas originaires de Méditerranée, s'y rassemblent en nombre.
Des bancs de poissons cérioles bien constitués prouvent que le recrutement fonctionne à merveille. On parle de recrutement quand les jeunes survivent et renforcent les populations adultes existantes. Le recrutement concerne les poissons, mais aussi les animaux fixés, ces espèces qui vivent attachées à la coque du navire. Portées par les courants, leurs larves s'y sont installées et se sont développées. Des éponges orangées s'épanouissent et occupent le moindre espace. Les éponges et tous ces animaux fixés filtrent plusieurs litres d'eau par jour, capturant pour se nourrir des bactéries, des débris organiques et des algues. À la nuit tombante, lorsque les bécunes se mettent en chasse, c'est la panique chez les castagnols. Profitant de l'agitation de ces petits poissons, petites rascasses et chapons restent à l'affût. Le moment venu, ils ne font qu'une bouchée d'un poisson de passage. Les épaves ne sont pas seulement des garde-manger, ce sont aussi des abris fiables pour la reproduction. Chez les anthias, mâles et femelles entament une danse qui mêle leurs œufs et leurs semences dans le courant. Coulée dans la même baie que le Ramon, mais à 60 mètres de profondeur, la grande carcasse du Togo fait barrage au courant marin. Bien à l'abri de cette grande falaise protectrice, les dorades grises installent leur nid. En ce début d'été, ce sont plutôt des dorades bleues, car les mâles changent de couleur pendant cette période de frai et s'habillent de cette magnifique parure. À cette grande profondeur, les mâles ont creusé des nids dans le sable, dans l'espoir d'y attirer la ponte des femelles. Pendant une dizaine de jours, ils montent la garde, aèrent et nettoient les œufs qu'ils ont fécondés. La nurserie s'est aussi installée dans les cales du navire, remplies de charbon. L'épave offre de nombreuses cachettes et abris face aux prédateurs. En quelques années, l'épave se pare de 1001 couleurs et d'autant d'habitants et visiteurs. Un équilibre unique se crée, à l'image de celui qui règne autour du Grec, à quelques encablures de l'île de Porquerolles et de Porquerolles. Chargé de vin, le navire a explosé sur une mine en 1945 et repose par 45 mètres de profondeur. Après son naufrage, toutes les conditions ont été réunies pour que la vie sous-marine prospère sur les ponts et les coursives. La coque a offert une surface rugueuse, favorisant l'installation de la faune fixée. La lumière tamisée est appréciée des espèces qui constituent l'habitat coralligène.
Des courants réguliers ont fait circuler une eau riche en nutriments. Le grec a coulé à quelques mètres du Donator, victime lui aussi, à quelques jours près, du même champ de mine. Bénéficiant des mêmes courants, le navire s'est lui aussi métamorphosé en jardin d'Éden. Un paradis luxuriant où la vie sous-marine s'est épanouie de façon prodigieuse. Il a fallu plus de 50 ans pour que la coque, les ponts et l'ensemble du bastingage soient colonisés par le coralligène. Et la vie continue toujours de se développer. Cet écosystème fragile et dynamique sert aujourd'hui de refuge à de nombreuses espèces. Une petite faune, un univers à part entière où des nudibranches déploient leurs couleurs. Habillés de motifs variés, leurs robes sont des camouflages ou des avertissements pour prévenir les prédateurs de leur toxicité. Les gorgones rouges sont des animaux de la famille des coraux qui poussent très lentement dans ces grandes profondeurs. Au rythme de 1 à 2 cm par an, il a fallu 80 ans pour obtenir l'une de ces branches magnifiques. Leur reproduction conditionne la survie de l'écosystème. Sans elle, plus d'abri, plus de nurseries pour la petite faune. L'été venu, les gorgones libèrent leurs gamètes, à la fois œufs et spermatozoïdes, qui se rejoignent et se fécondent dans le courant. À leur naissance, les larves se fixent sur un fond rocheux ou sur une épave et se transforment en polypes qui deviendront les futures branches de gorgones. Mais, quand la température de l'eau augmente, les gorgones sont en danger de mort. Lors des canicules, certaines ne survivent pas à l'augmentation de la température. Et les jardins sous-marins porteurs de vie se transforment alors en cimetières désolés. La Méditerranée se réchauffe plus vite que les océans, et cette augmentation de la température est visible à l'œil nu. L'eau se trouble, matérialisant la thermocline. Cette frontière entre les masses d'eau chaude et d'eau froide ne cesse de descendre chaque année plus profondément. Mais heureusement, la plupart des épaves reposent dans des eaux encore fraîches et restent à l'abri de ce réchauffement, pour un temps au moins. Elles jouent donc un rôle de conservatoire de la nature, essentiel pour la préservation des espèces. Se peuplant de plus en plus au fil des ans, elles finissent par attirer la curiosité de prédateurs impressionnants, comme ce grand requin blanc. Un matin, non loin de Porquerolles, le plus redouté de tous les requins, si rarement observé en Méditerranée, a surpris un pêcheur. Voulait-il s'abriter sous la coque? Le requin, en tout cas, semblait avoir trouvé ce qu'il recherchait, nageant tranquillement à l'aplomb du grec et du Donator. Ce miracle de la vie ne se produit pas seulement dans ces épaves mythiques aux magnifiques jardins sous-marins. Des trésors de biodiversité se cachent aussi dans des épaves sans légende, abandonnées dans un coin de port vaseux, au bout d'un ponton.
À Sète, entre le port et l'étang de Thau, un véritable dépotoir s'est installé. Abandonnés par des propriétaires peu scrupuleux, des bateaux de plaisance ont fini par couler. Et pour ceux qui sont encore à quai, le naufrage n'est qu'une question de temps. On y trouve des espèces rares, comme cette grande nacre, pourtant très sensible à la pollution. Alors que ce coquillage a disparu partout en Méditerranée, victime d'un parasite mortel, comment a-t-elle survécu dans un tel endroit? Cette eau saumâtre entre mer et étang empêche le parasite mortel de se développer. Pleine de nutriments, elle a permis à toute une faune fixée de s'épanouir sur les épaves. Moules, oursins, anémones filtrent l'eau et se nourrissent de matière organique. Des acidies coloniales ouvrent leur bouche pour capter cette nourriture invisible. Après plusieurs années, des herbiers de zoostères ont poussé au creux des épaves. C'est ici qu'habitent des cyngnates à museau long. Et aussi, plus inattendu, des hippocampes qui ont trouvé ici le gîte et le couvert. C'est une grande population, la plus importante d'Europe. Pour ne pas se faire repérer par les prédateurs, l'hippocampe se cache dans les bateaux coulés et dans les herbiers et adopte une robe couleur sable, ou plutôt couleur épave. Casanier, l'hippocampe vit toujours au même endroit, s'alimentant de petits crustacés. À l'aide de son long museau, il aspire ses proies à la surface de l'épave. Au printemps, les couples se forment. Ils entament une danse nuptiale. C'est le moment où la femelle dépose ses œufs dans la poche ventrale du mâle qui les féconde au passage. C'est donc le mâle hippocampe qui tombe enceint. À ce stade avancé de sa grossesse, il est épuisé. Après 3 à 4 semaines de gestation, les contractions commencent. La libération approche. Dès leur naissance, les petits hippocampes nagent seuls. À peine libéré, le père devra recommencer et assurer jusqu'à 4 grossesses dans la saison. Les épaves jonchent les fonds de toutes les mers et océans. Depuis les premiers navigateurs, près de 4 millions ont sombré au fond du Grand Bleu. Grande route maritime à travers les âges, la mer Rouge en compte à elle seule plus de 1000, qui sont elles aussi des refuges de biodiversité. Galions, cargos et navires de guerre sont devenus des épaves mythiques dont on raconte les légendes. Ces vaisseaux témoignent de drames maritimes, comme celui du Salem Express, coulé en 1991. Au retour de la Mecque, le ferry heurte un récif et sombre en 20 minutes.
Ce naufrage aurait fait 850 victimes, l'une des plus importantes catastrophes maritimes de l'histoire. Depuis, cette épave de mer Rouge a été colonisée à une vitesse inégalée. La vie sous-marine occupe le moindre abri. Voici un banc de poissons de verre. Ces petits poissons laissent entrevoir leurs organes internes dans une étonnante stratégie de survie. De tous ces vaisseaux de mer Rouge, le Sisselgorm est le plus légendaire. Coulé en 1941 par des bombardiers allemands, ce cargo long de 120 mètres ralliait l'Afrique du Nord quand il a été coupé en deux par l'explosion de la soute à munitions. Il repose sur le sable à 30 mètres de profondeur. Le navire semble figé dans l'instant de son naufrage. Dans les cales, une bonne partie de la cargaison est toujours là, intacte. Du matériel militaire, des pièces d'avion destinées aux forces britanniques. L'autre richesse de ce navire, c'est sa biodiversité marine, l'une des plus extraordinaires de la planète, réunie dans un site unique. Une importante colonie de balistes titans vit sur le Sisselgorm. Plus grands et colorés que leurs cousins de Méditerranée, ils trouvent leur nourriture sur la coque du navire. Les balistes titans raffolent des huîtres marines. Avec leurs mâchoires de fer, ils les ouvrent facilement et s'offrent un festin. Poisson empereur ou poisson ange, labre ou poisson papillon sont en embuscade. Ils attendent le moment où le baliste abandonne son repas, puis ils se disputent les restes. Les balistes sont insatiables et croquent des dizaines d'huîtres par jour, abandonnant ensuite leur festin à ces petits poissons opportunistes. Les poissons clowns habitent dans les anémones arrimées à la coque du navire. Leur symbiose est bien connue, mais on ne se lasse pas d'observer cette coopération fascinante entre le poisson clown, immunisé contre les tentacules urticantes, et l'anémone, qui lui offre un abri contre les prédateurs. En échange de ce gîte protecteur, le poisson clown nettoie l'anémone de ses parasites et des restes de repas.
Dans les bras de l'anémone, le poisson clown protège et ventile ses œufs sans se soucier du danger qui guette. Ici, où la vie sous-marine s'est solidement implantée, les prédateurs ont aussi développé leurs habitudes de chasse. À la nuit tombée, les poissons fusillés se réunissent en bancs serrés pour mieux affronter leurs prédateurs. Des caranques passent à l'attaque. Dans la nuit profonde, la mort et la vie se côtoient. Une tortue imbriquée visite le pont du navire. L'épave lui offre un espace protégé où cette grande solitaire passe la majorité de son temps à la recherche de mollusques ou de crustacés. Tortues imbriquées ou tortues vertes se nourrissent volontiers d'éponges, dont elles régulent la présence, parfois envahissante. Un couple de ptéroïs, ces rascasses volantes aux nageoires venimeuses, entame une danse de séduction. Des plus petits êtres vivants aux grands poissons, la chaîne alimentaire est bien implantée dans cette épave. Avec au sommet, les plus grands prédateurs. En mer Rouge comme dans l'océan Atlantique, le requin, qui sait tirer profit d'épaves florissantes, joue un rôle essentiel de régulateur. Nous sommes à Morehead, en Caroline du Nord. De nombreuses migrations marines passent ici chaque année. Pendant l'été, en surface, les courants chauds du Gulf Stream remontent vers le nord, charriant dans leurs eaux une multitude d'espèces. Une importante population de requins-tigres des sables migre chaque année depuis la Floride. De la famille des requins taureaux, ils recherchent des refuges naturels et habitent souvent dans des grottes sous-marines pour se protéger des intempéries. Les épaves comme l'Éolius leur offrent-elles cette même protection? Pourquoi investissent-ils cet ancien navire de la marine américaine dont ils apprécient l'espace restaurant? Une grande étude a été lancée par l'Aquarium de Caroline du Nord pour comprendre les raisons de ces regroupements par centaines. Il semblerait que ces épaves ne constituent pas des zones de reproduction pour les requins. Ce sont plutôt des refuges dans leur grande migration vers le nord qui les mènent parfois jusqu'à New York. Ce regroupement est d'autant plus impressionnant que les requins semblent nager sans lutter contre le courant. Ils aspirent de l'air en surface et le stockent dans leur estomac pour s'équilibrer.
Quasi immobiles dans le courant, ils nagent tranquillement et dépensent très peu d'énergie. Ces requins, victimes d'un délit de sale gueule, portent encore le poids d'une mauvaise réputation. Pourtant, ils ne présentent aucun danger pour l'homme. Sur les épaves, les requins taureaux jouent sans aucun doute un rôle clé pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes. Ils régulent les espèces, évitant les surpopulations et permettent à d'autres de se développer, maintenant la colonisation des épaves, toujours dynamique et changeante. À l'exemple de l'éolus, les épaves accueillent le captivant spectacle d'écosystèmes exubérants et offrent des tableaux presque hypnotiques. Doit-on alors multiplier ces récifs artificiels pour protéger la vie sous-marine? Rien n'est moins sûr. Un miracle délicat s'accomplit ici. Il dépend de la richesse des courants, de la profondeur de l'épave, de la luminosité. Et cette alchimie complexe ne se produit pas toujours. Les épaves ne pourront seules enrayer la diminution de la biodiversité. Mais elles nous livrent un message de beauté et d'équilibre. Un hommage à la force de résilience extraordinaire de la nature.